Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui porte sur la séquence didactique. En même temps que je vous parle, c'est affiché une définition de la séquence didactique que vous pouvez découvrir. Évidemment, en faisant des recherches, vous allez trouver d'autres définitions qui auront peut-être des nuances légèrement différentes. En tout cas, aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer comment organiser ou planifier plutôt une séquence de plusieurs leçons de manière cohérente autour d'une même thématique afin d'atteindre un objectif d'apprentissage. On y va. Tout d'abord, lorsque vous commencez la planification, il ne faut pas hésiter à utiliser les ressources qui sont à votre disposition. On citera pêle-mêle les manuels, les programmes, mais aussi surtout l'aide des pairs qui ont une certaine expérience. Et surtout, il faut travailler avec les prérequis et les préacquis de vos apprenants et apprenantes. Évidemment, de nos jours, il ne faut pas non plus hésiter à employer les ressources qui se trouvent sur la toile. Mais attention, lorsqu'on prend une séquence tout à fait déjà achevée sur Internet, essayez de bien évaluer si cette séquence convient effectivement aussi à votre public. Comme il convient toujours de bien annoncer les objectifs d'une présentation, sachez qu'à la fin de cette présentation, nous aurons ensemble défini des termes comme WALT, WILF, Backward Design, Chunking, Scaffolding, encore les méthodes, et ainsi de suite. Et si certains de ces termes vous posent problème, il conviendra peut-être par la suite d'aller faire des recherches supplémentaires pour approfondir certains de ces concepts dont nous parlerons brièvement aujourd'hui. Alors, la première étape lorsque vous allez élaborer une séquence consiste à définir les objectifs principaux de votre séquence. Et une fois que vous avez fixé les objectifs principaux, il faudra fixer les objectifs intermédiaires pour y arriver. Généralement, je dis la chose suivante, ne vous fixez pas trop d'objectifs d'apprentissage pour une séquence. Même si la séquence comporte, disons, 6 ou 7 unités, il convient de se limiter pour ce qui est des objectifs d'apprentissage. En revanche, on peut se fixer beaucoup plus d'objectifs intermédiaires qui sont beaucoup plus courts et simples à atteindre. N'exagérons pas, puisqu'il convient toujours, une fois qu'on s'est fixé des objectifs d'apprentissage, de se fixer également des indicateurs de réussite par la suite pour vérifier si ces objectifs ont été atteints. Donc, petit premier conseil aujourd'hui, ne pas surcharger une planification écrite en objectif d'apprentissage à atteindre avec son groupe classe. Alors, pourquoi est-il toujours important de communiquer aussi les objectifs d'apprentissage à vos apprenants et apprenantes? Eh bien, pour la simple raison que la transparence généralement génère un certain engagement. Cet engagement est à mettre en parallèle avec la motivation de l'élève et surtout le fait de savoir où le capitaine est en train de vous amener génère une certaine confiance puisqu'on sait qu'on a un chemin qui est tracé et on sait d'où l'on part et où on veut arriver. Pour certains élèves, le fait de communiquer les objectifs peut être perçu comme une forme de défi. Je suis là et je dois arriver ici, cela donc implique que je m'engage d'une certaine manière. Et aussi parce qu'une fois que vous avez bien clarifié les objectifs d'apprentissage d'une séquence, vous pouvez travailler au niveau de la profondeur de ces mêmes apprentissages. Comment formule-t-on les objectifs d'apprentissage d'une séquence? Eh bien, pour tous ceux qui connaissent la taxonomie de Bloom
ou la version qui a été retravaillée par Anderson, il convient toujours d'utiliser cette taxonomie et de l'utiliser comme une forme de grille d'évaluation pour voir est-ce que j'ai bien proposé des objectifs d'apprentissage qui varient ou est-ce que je me situe seulement au niveau de la mémorisation ou au niveau par exemple de l'analyse, et il convient de vraiment varier les objectifs d'apprentissage et d'en avoir quelques-uns qui se trouvent plutôt au niveau de la création, d'autres au niveau de l'application et encore d'autres peut-être au niveau de la simple mémorisation, par exemple pour ce qui est des savoirs capitaux. Donc si vous maîtrisez de manière satisfaisante la taxonomie de Bloom, vous saurez automatiquement formuler des objectifs d'apprentissage cohérents et de manière pertinente pour vous. Je dis toujours la chose suivante, avant de rédiger les objectifs d'apprentissage, donnez-vous comme formule la phrase suivante: à la fin de ma séquence, les élèves seront capables de, et vous injectez les verbes que vous souhaitez. Est-ce qu'ils sont capables de mémoriser, ils seront capables de créer, de rédiger, d'analyser et ainsi de suite. En utilisant cette petite astuce, on ne se trompe guère pour ce qui est de la formulation des objectifs d'apprentissage pour une séquence. Ensuite, un bon conseil, c'est de commencer à travailler en employant le principe du backward design. Le backward design, comme le mot l'indique en anglais, c'est le fait de travailler en reculant. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que la première chose que je veux, c'est d'identifier ce que j'attends de mes élèves en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Et donc, une fois que j'ai déterminé ce que je veux atteindre, je peux reculer en arrière pour simplifier un tout petit peu le processus et ensuite avoir le résultat escompté. Il est aussi important de déterminer, si l'on veut, d'une certaine manière, les niveaux fixés et les indicateurs de réussite pour ces mêmes niveaux. À partir de quand est-ce que je dis que cet objectif d'apprentissage est atteint? Et grâce au backward design, je peux définir en amont déjà ce que je veux atteindre. Et puis aussi, pourquoi est-il important d'avoir ce backward design? Parce que je dois incorporer également des phases d'évaluation diagnostique, formative et naturellement sommative ou certificative. Et donc, il vous convient de planifier cela à l'avance, à quel moment vous voulez faire ces trois types d'évaluation, tout en sachant que le diagnostic doit se faire au début d'une séquence ou voire même avant la séquence, et l'évaluation des apprentissages se fait à la fin de la séquence didactique. Cela va de soi, mais il importe d'incorporer toujours une forme d'évaluation formative, qu'elle soit faite en groupe classe ou de manière individuelle. Il vous appartient de choisir le moment le plus opportun par rapport à vos objectifs et par rapport au temps, c'est-à-dire par rapport au nombre de leçons dont vous disposez exactement. Pour cela, il faut décomposer votre séquence en différentes unités et il existe deux principes très importants qu'il faut maîtriser en travaillant sur ces principes. Le premier s'appelle donc le chunking et le deuxième s'appelle le scaffolding. Que comprenons-nous par le principe du chunking et du scaffolding? Le premier principe, donc celui du chunking, consiste à découper votre masse en différentes parties. Et pourquoi est-ce important de découper, par exemple, une séquence en différentes parties? Mais tout d'abord à cause de la mémoire à court terme et les principes de mémoire à court terme et de mémoire à long terme. Il faut qu'il y ait une forme cyclique des apprentissages et des masses assez importantes pour que les élèves puissent travailler au niveau de la mémoire de travail et ensuite incorporer petit à petit les savoirs, par exemple, d'une séquence. Et pourquoi est-il important d'avoir ce scaffolding, c'est-à-dire une espèce de progression dans l'apprentissage? Eh bien, pour que justement il n'y ait pas une espèce de surcharge cognitive à un moment précis, pour que l'élève ne se perde pas. Il existe trois types
différents de scaffolding et je vous renvoie ici aux écrits de Brunner et donc le scaffolding verbal, procédural et instructionnel. Donc si ces 3 principes vous intéressent, je vous conseille d'approfondir vos recherches à cet égard et d'apprendre justement à échelonner les difficultés, mais aussi les consignes ou les activités de manière à ce que les élèves puissent suivre de manière cohérente pendant la séquence. Ensuite, il importe toujours de réfléchir aux méthodes. Alors, si vous comprenez l'allemand et si vous aimez lire en allemand, je vous conseille vraiment de lire plusieurs ouvrages de microdidactique en allemand, puisque nos voisins allemands se sont vraiment intéressés à cette question pédagogique de manière très intéressante. Et en plus, en Allemagne, on a pris l'habitude de séparer Methoden und Sozialformen et de faire donc la différence entre les méthodes et les regroupements sociaux. Et leur terminologie est importante. Vous avez la Einzelarbeit, le travail individuel, le Partnerarbeit, le travail en binôme, le Gruppenarbeit, qui serait le travail en groupe, Klassenunterricht, c'est-à-dire le cours frontal devant un groupe classe, et ainsi de suite. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette distinction, puisque une méthode ne va pas forcément de pair avec un regroupement social. Et ces 2 éléments, il convient de les séparer. En fait, vous pouvez avoir un travail en groupe, mais il existe une quantité importante différente de travaux en groupe et qu'il convient bien d'indiquer. Donc, séparons, si nous voulons, la forme sociale des méthodes pour avoir vraiment une analyse plus intéressante pour ce qui est de notre élaboration de la séquence. Pour ce qui est des méthodes, vous en trouverez pêle-mêle un peu partout en vous échangeant avec vos pairs, en allant voir, lire des manuels spécialisés, mais nous pouvons ici, nous affichons ici quelques variantes. Évidemment, comme nous maîtrisons l'allemand, nous vous avons ici cité quelques exemples issus d'ouvrages en allemand, mais vous retrouverez des éléments que vous pouvez connaître comme le débat à l'américaine, la méthode 6-3-5 qui nous vient de l'économie, les démarches inductives et déductives, et ainsi de suite. Donc, tentez, essayez certaines choses et puis déterminez par l'expérience et la méta-analyse quand certaines méthodes s'appliquent le mieux et quand d'autres méthodes s'appliquent moins bien. Et le temps dans tout cela. Une fois que vous avez défini la thématique, la matière, les programmes et tous ces éléments, il faut également réfléchir au temps. Combien de leçons vais-je investir pour cette séquence? Et c'est aussi à ce moment-là que je vais vous conseiller de réfléchir à la question de la différenciation. Vous avez pas mal d'élèves dans vos classes, ils sont tous différents et peut-être convient-il de planifier à l'avance, d'anticiper peut-être certains éléments. C'est pour cela que je vous conseille par exemple pour une séquence de 6 heures d'incorporer 1 heure de différenciation pédagogique au cours de laquelle vous pouvez par exemple faire des exercices supplémentaires pour ceux qui auraient déjà réussi à maîtriser les savoirs et savoir-faire de votre séquence et peut-être 1 heure de rémédiation pour ceux qui seraient peut-être un peu en retard. Ainsi, vous pourrez travailler au niveau de la profondeur des apprentissages de votre séquence. Attention, ne soyez jamais l'esclave de votre planification écrite. Ce n'est pas parce que vous avez planifié une séquence de 6 heures avec 1 heure supplémentaire que vous ne pouvez pas, par exemple, investir 1 heure supplémentaire si vous le jugez nécessaire, par exemple pour ce qui est de l'évaluation formative. Quelques principes utiles pour terminer cette séquence, et ces principes nous viennent directement des pédagogues anglais. Tout d'abord le
we are learning to, donc nous sommes en train d'apprendre, et puis le VILF tout à l'heure. Commençons par le premier, we are learning to. Pensez à 3 éléments principaux, aim of the lesson, quel est l'objectif, on en a parlé, topic being covered, thématique. Donc évidemment, quand vous choisissez votre unité pédagogique, n'oubliez jamais qu'il vous faut une thématique et qu'elle doit être en accord avec les programmes officiels. Et puis skill being covered, ici pensez vraiment au domaine de compétences. Si vous êtes comme moi professeur de langue, est-ce que je vais travailler plutôt au niveau de l'expression orale? Est-ce que je vais plutôt travailler au niveau de l'expression écrite? Est-ce que ce sera plutôt de la compréhension de la langue? Est-ce que je me situe plutôt au niveau d'un aspect linguistique, donc de la compréhension linguistique d'un phénomène grammatical par exemple? Le WILF, what am I looking for? Donc, qu'est-ce que je vise en termes d'enseignement d'une certaine manière? Et quand je réfléchis à cela, je dois avoir en tête les parties par exemple les plus compliquées. Particular things students need to focus on, c'est-à-dire à quoi est-ce que je dois bien faire attention lorsque je vais par exemple expliquer un phénomène parce que je sais par l'expérience ou parce que j'ai une certaine intuition que ce principe-là est plus compliqué pour mes élèves. Puis learning outcomes, nous en avons parlé tout à l'heure, ce que je vise en termes de performance, et puis focus of assessment, donc l'évaluation, à quel moment vont avoir lieu les différents types d'évaluation scolaire. Pourquoi est-ce que j'ai rappelé ici ces 2 principes alors que nous en avions un tout petit peu parlé pendant la présentation? Eh bien parce qu'il importe que nos objectifs d'apprentissage soient vraiment en accord avec l'évaluation ou les exercices d'évaluation que nous allons proposer. Il faut absolument qu'il y ait cohérence, d'où la définition initiale, donc ensemble d'unités articulées et cohérentes. Donc, parce qu'il faut absolument que ce que j'évalue soit aussi traité pendant ma séquence et qu'il n'y ait pas un écart trop important entre ce qui a été vu en classe et ce qui est évalué dans les tests d'évaluation formative ou certificative. Chers collègues, c'est la fin de cette présentation. J'espère que ces quelques principes vous ont aidé et que vous savez maintenant mieux vous y prendre. N'oubliez pas de commencer par le backward design, puis de décomposer votre séquence en unités en utilisant les principes du chunking et du scaffolding, donc celui de couper en unités qui sont digérables pour vos apprenants, et scaffolding, et d'augmenter de difficulté petit à petit pour éviter justement une espèce de surcharge cognitive et de perdre vos élèves. Ensuite, réfléchissez bien également à la question des méthodes et des démarches, des formes sociales, ainsi qu'à la question de la gestion du temps. Une fois que vous avez élaboré tous ces principes, n'oubliez pas d'incorporer quelques heures pour des éléments qui relèvent de la différenciation pédagogique, comme la remédiation ou encore le travail au niveau de la profondeur des apprentissages. Et finalement, n'oubliez pas que votre évaluation certificative doit être en accord avec les objectifs d'apprentissage et les indicateurs de réussite que vous êtes fixés en amont lorsque vous aviez commencé votre planification écrite. Voilà, si ces quelques principes sont appliqués, vous ne risquez pas trop de vous égarer. Et ensuite, il vous reste toujours la méta-réflexion, puisqu'en tant que praticien réflexif, vous devez quand même porter un regard en arrière sur ce que vous avez fait pour pouvoir améliorer les séquences qui vont suivre. Donc, même si ça ne se passe pas comme prévu, n'ayez aucune crainte, l'expérience réfléchie va vous amener à un moment donné à avoir des idées intéressantes et à améliorer vos séquences à l'avenir. Je vous dis donc merci et à bientôt.